Eh bien, si vous payez 4% plus cher votre panier de courses au supermarché, mais que votre salaire n'augmente pas d'autant et que vos allocations n'augmentent pas d'autant, eh bien, tout simplement, c'est comme si vous payez encore plus cher, vous perdez de l'argent. En 2026, selon plusieurs estimations d'économistes, les familles israéliennes pourraient perdre entre 800 et 1200 shekels par mois, presque donc 15 000 shekels par an, conséquence directe des décisions budgétaires proposées par le ministère des Finances. Et souvent, ce sont les mêmes qui vont payer l'addition. Et pour en parler, nous sommes avec Yael Ifrar. Yael, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Vous êtes économiste, spécialiste de consommation et on va le rappeler aussi que vous êtes à l'initiative d'une application très importante, Caspenu, une application pour consommer plus intelligemment et lutter contre la vie chère. Voilà, c'était important de le dire. Alors, il faut préciser, avant de commencer cette interview, que le budget n'a pas encore été voté. Et donc, ce sont des premières estimations, mais on parle quand même d'une perte pour les familles. Alors, comment on explique cette perte entre 800 et 1200 shekels, Yael ? Oui, alors Olivier, vous avez raison, il va encore y avoir des arbitrages budgétaires puisque le budget a été voté par le gouvernement il y a donc une quinzaine de jours. Aujourd'hui, c'est la première version du budget qui va être déposée devant les commissions de la Knesset d'ici la fin de la semaine en principe, bien que pour l'instant on n'a pas encore vu quoi que ce soit, pour que le budget soit débattu en commission avant d'être voté à la Knesset. Ça, il y a toute une partie dont on va parler après, donc je vais le mettre de côté, de ce qui a été annoncé, qui est donc pas certain à 100%. Ouais. Ce qu'on peut dire déjà de façon certaine, Olivier, c'est qu'il va y avoir des augmentations importantes des tarifs des biens, des consommables, ce qu'on appelle les consommables en français. Donc, par exemple, il va y avoir une augmentation de 2,5% du tarif de l'eau. Ça, c'est déjà acté. Ça a déjà été approuvé. Ouais. Il va y avoir une augmentation de l'électricité à 1,5%. Il va y avoir une augmentation, surtout, c'est très important, de la Arnona, parce que ce qui s'est passé, c'est que les économies budgétaires ont été très fortes pour tout le monde. Les dépenses pour les collectivités locales ont aussi été importantes parce qu'il y a eu beaucoup de soutien aux réservistes, aux Miloumnikim, aux populations qui étaient en difficulté pendant la guerre. Et en principe, c'est le ministère de l'Intérieur. Dit qu'aujourd'hui, donc, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur. Ça doit être un ministre intérimaire puisque Moshe Arbel du parti Chasse a démissionné comme tous les autres ministres. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui fixe pour les collectivités locales en Israël la Arnona, qui est à la fois la taxe foncière et la taxe d'habitation. En Israël, la Arnona, c'est déjà relativement cher. Or, cette année, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement serre la ceinture à tout le monde, refuse de donner plus d'argent aux collectivités locales, mais les autorise à augmenter les impôts. Tout ça pendant que le ministre des Finances s'adresse aux collectivités locales en disant « on vous a autorisé, mais ne le faites pas ». Ouais. Donc, c'est un peu particulier. On s'attend donc à des augmentations assez massives. C'est une grosse partie de cette perte budgétaire pour les ménages. On sait déjà... 90 collectivités locales. On sait déjà plus ou moins l'augmentation, combien ça va augmenter ? Ça dépend des villes, en fait. Chaque ville a demandé ce dont elle a besoin. Ça aussi, généralement, entre 6, 8, 9%. À Jérusalem, par exemple, ça peut être jusqu'à 20% pour certains quartiers, puisque Jérusalem est découpée. Tel Aviv aussi, ça va être une augmentation importante. Ça fait un gros budget, quand même. La Arnona, c'est très souvent plus de 10 000, 15 000, parfois 20 000 shekels en fonction des villes, évidemment. Donc, pour les ménages, ça va faire très mal et surtout, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc ça, c'était les postes qu'on connaît, Olivier. Ouais, Après, il y a des postes dont il va probablement y avoir des arbitrages. Oui. Il y a des postes qui vont être votés, donc on attend le budget qui soit voté, bien sûr, en commission et ensuite à la Knesset. Et aussi, il y a des choses qui sont par rapport en fait, à l'inflation et aussi au niveau du Mas Harnasat des impôts. Oui, alors on va parler des augmentations qu'on ne voit pas. Donc en Israël, il y a eu de l'inflation cette année, elle a été plus faible que prévu, une inflation à 2,5% qui est relativement muselée. On a même eu le droit pour la première fois depuis près de 4 ans à une baisse du taux directeur de la Banque d'Israël, ce qui veut dire que en principe on est plutôt optimiste par rapport à l'inflation, mais pour autant c'est 2,5% d'augmentation des prix, 4% pour l'alimentation, je le rappelle puisque c'est mon sujet
sujet fétiche. Eh bien, si vous payez 4% plus cher votre panier de courses au supermarché, mais que votre salaire n'augmente pas d'autant et que vos allocations n'augmentent pas d'autant, eh bien, tout simplement, c'est comme si vous payez encore plus cher, vous perdez de l'argent. Donc ça, c'est une première chose, puisque les allocations vont être toutes gelées cette année, sauf pour les personnes en situation de handicap, ce qui est toujours excepté par le gouvernement. On va jamais mettre à contribution les personnes en situation de handicap et leurs allocations vont augmenter normalement. Mais par exemple, les allocations familiales, donc familles nombreuses, ne vont pas augmenter cette année du même niveau que l'inflation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les échelons d'impôts. C'est exactement comme en France. À partir de tel revenu, vous payez tant. À partir de tel revenu, vous payez tant. Eh bien, s'il y a de l'inflation, on est censé vous augmenter ces échelons d'impôts pour que vous ne soyez pas pénalisé puisque votre argent vaut moins à cause de l'inflation. Eh bien, ils sont gelés. Donc ça aussi, c'est un impôt silencieux. Ça veut dire que les gens vont payer plus d'impôts sur le même revenu alors même qu'il y a de l'inflation. Ça, c'est ces choses qui vont avoir lieu. Et j'ajoute que la TVA, dont on nous avait annoncé l'année dernière, Olivier, qu'elle augmenterait que pour un an, de 17 à 18%, va rester à 18%, et on a même lu dans certaines prévisions que le gouvernement envisageait de la monter à 19% et que le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'y était catégoriquement opposé parce que on est en année électorale. C'est très impopulaire d'augmenter la TVA. Alors justement, c'est ce que mon prochain sujet, Yael, c'est de parler justement de cette année. On aurait pu s'attendre justement à un budget qui soit plus favorable à ces populations. Alors comment expliquer que le ministre des Finances ait fait autant d'arbitrage en fait ? Alors oui, c'est un budget qui est un peu surprenant. Bon, il n'est pas encore passé, donc pour l'instant, on peut pas vraiment dire tout ce qui va être fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est en ce qu'on appelle économie électorale. Vous connaissez cette expression, Olivier, puisqu'on a eu la bagatelle de 5 campagnes électorales en 5 ans. Donc ça veut dire que en fait, le gouvernement va faire des cadeaux grâce au budget à des populations et à des secteurs qui sont susceptibles de le favoriser lors des prochaines élections. Alors, en l'occurrence ici, il y a eu donc une attribution budgétaire très importante de 2,7 milliards de shekels pour les implantations de Judée-Samarie. Donc, ça veut dire des tracés de route, toute une partie de travail sur le cadastre pour légaliser des implantations qui étaient dites sauvages, mais aussi des équipements, des infrastructures. Donc, tout ça, ça coûte très très cher et c'est une somme énorme puisque l'année dernière, il y a 2 ans, quand la ministre Orit Strouk avait bénéficié d'1 milliard de shekels, on avait estimé que c'était énorme. Donc là, c'est 2,7 milliards de shekels. Il y a aussi évidemment l'enseignement ultra-orthodoxe, parce que ce qui est très très important, c'est que les partis ultra-orthodoxes ont quitté la coalition et qu'on veut qu'ils votent pour le budget, alors même qu'on a toutes les peines à faire passer la loi qui va exempter le secteur ultra-orthodoxe de service militaire. Donc il faut des petits cadeaux à côté, comme ça, je le dis avec un peu de cynisme, excusez-moi, mais j'ai travaillé tellement longtemps à la Knesset, donc il faut gratifier ces partis pour être sûr que le moment venu, ils ne vont pas refuser de voter le budget. Rappelons que si le budget n'est pas voté, Olivier, au mois de mars, automatiquement, la Knesset sera dispersée, sera dissoute et on ira aux élections. Donc, il y a ça. Et puis, il y a les fameux budgets de coalition qui sont des budgets un petit peu flous. On ne sait pas très bien. Ça sert à arroser, entre guillemets, ici et là pour différents postes qui ne sont pas prédéfinis. Donc là, c'est encore 5 milliards de shekels. Tout ça, si vous regardez, ça fait quand même beaucoup d'argent, même si le budget est le plus élevé de l'histoire d'Israël. 600 milliards de shekels. L'armée, évidemment, reçoit beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas que les dépenses dans le budget, il y a aussi les recettes. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement se comporte comme si ces recettes qui vont arriver, parce qu'il y a aussi une augmentation des impôts sur les terres, les terrains à construire, mais aussi tous ces exits fabuleux, tous ces contrats d'armement qui sont très souvent passés par des sociétés de type gouvernemental, Elbit, Rafael, etc. Tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent à l'actionnaire, l'État, et on n'en parle pas. Or, en année électorale, on ne devrait pas penser que aux partis et aux électeurs qui vont vous gratifier aux prochaines élections, mais à tout Israël qui souffre, qui sert à l'armée, qui travaille très très dur et qui paye tout sans cesse plus cher. Et donc, ce sont, oui, des arbitrages qui ont été faits par le ministre des Finances de façon très claire en faveur des électeurs. Je rappelle aussi
Excusez toujours, hein, Olivier, pour la touche de cynisme, Bezalel Smotrich ne passe quasiment jamais le seuil d'inéligibilité dans les différents sondages qui sont faits par les instituts depuis près d'un an. Les élections se rapprochent et donc il a pris aussi deux réformes que moi je soutiens, alors vraiment jusqu'au bout. La réforme du lait et la réforme de l'exemption de TVA pour les marchandises et les marchandises commandées à l'étranger. Donc ça, c'est destiné très clairement à favoriser des personnes qui sont frappées directement par des problèmes de pouvoir d'achat et qui croient à la liberté du marché, qui veulent lutter Ouais. contre les monopoles. Donc c'est pour ça que je dis il y a de tout un peu partout. Donc Bezalel Smotrich, on pourrait dire qu'en ce moment, il tire dans toutes les directions, Olivier, des directions qui vont moins favoriser certains électorats, d'autres qui vont plus les aider. Mais pour ces deux réformes, le lait, donc démanteler la planification du marché du lait, essayer de faire importer beaucoup de lait. Bon, moi, j'y crois pas tellement à cette réforme, mais je la trouve déjà, c'est très bien de l'annoncer. Mais en tout cas, la deuxième, qui va prendre effet dès la semaine prochaine, permettra à tout Israélien de commander à l'étranger des marchandises jusqu'à une valeur de 150 $ au lieu de 75 $ et de ne pas payer de TVA. Donc tout ça, vous le voyez Olivier, c'est des messages qu'on envoie à nous, les citoyens, qui sommes aussi des électeurs, en disant voilà ce que je te donne, vote pour moi. Je le dis avec le sourire, parce que bon, il y a des choses qui vont se décanter, mais c'est ça qui est en train de se passer. Dernière question, je voudrais avoir votre avis sur cet accord de gaz entre Israël et l'Égypte. Est-ce qu'il y a une chance que les citoyens israéliens bénéficient concrètement des retombées de ce contrat? Alors, on n'a pas vu l'accord en fait, c'est ça le problème. Tout ce qu'on a eu, c'est l'annonce du Premier ministre Benjamin Netanyahou avec le ministre de l'Énergie Eli Cohen. Ensuite, il en a reparlé le lendemain lors d'une déclaration qu'il a faite quand il a fait ses vœux avec le ministère des Transports. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que 58 milliards de dollars devraient rentrer dans les caisses de l'État. C'est difficile à savoir, Olivier, parce que en fait, le contrat qui a été signé avec l'Égypte, c'est un contrat à terme, donc c'est sur une décennie. Ensuite, c'est un contrat qui va très largement entamer les réserves stratégiques énergétiques d'Israël. Nous ne sommes pas, n'en déplaise à Benjamin Netanyahou, une puissance énergétique. Nous sommes une mini-puissance, tout au mieux. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'Égypte, qui était un pays exportateur de gaz, aujourd'hui a une population de 110 millions d'habitants. Donc, elle a des besoins de plus en plus importants. Et donc, elle achète du gaz à Israël qu'elle va liquéfier avant de l'exporter en partie. Donc nous, on va vendre à l'Égypte une matière première parce qu'en Israël, on n'a pas d'installation pour faire du gaz liquide et on va vendre à l'Égypte nos réserves dans le gisement Léviathan qui sont exploitées, rappelons-le, par le monopole Ouais. Chevron, société américaine. Donc il devrait y avoir des retombées. Moi, pour ma part, je suis très réservée parce que je pense que les ressources stratégiques d'un pays ne doivent pas être sacrifiées, même si aujourd'hui, il y a un gain stratégique à vendre, évidemment, ce gaz à l'Égypte et à consolider encore notre statut géopolitique et nos relations avec l'Égypte. Pour autant, est-ce que vraiment les réserves dureront jusqu'en 2060? Moi, je suis extrêmement dubitative. Le ministère des Finances, ça fait des années qu'il alerte sur cette situation et qu'il dit que probablement dès 2030, on risque d'être obligé de se limiter. Ce que dit ce contrat, c'est qu'en principe, ce qu'on nous a dit, on ne sait pas puisqu'on ne l'a pas vu, c'est qu'il y aurait un article dans le contrat qui permettrait à tout moment à l'État d'Israël de baisser le montant des exportations vers l'Égypte en disant attention, on a besoin de plus de gaz pour notre marché, on veut baisser la quantité exportée. Si c'est le cas et que cet article est bien ancré dans le contrat, alors ça peut être un bon contrat, surtout géopolitiquement plutôt qu'économiquement. Olivier, je terminerai en Ouais. disant que les fabuleuses rentrées qu'on nous avait annoncées pour le fameux fonds de l'abondance, hein, lors de la découverte des gisements Léviathan et Tamar, on nous avait annoncé 20 milliards de dollars. C'est à peine 5 milliards qui sont rentrés dans ce fonds, qui devait être consacré à l'éducation en particulier. Et Bezalel Smotrich a déjà puisé dedans l'année dernière pour s'en servir pour le programme Tkuma. C'est important, mais c'est pas l'éducation. Et nous, ce qu'on veut, c'est penser à l'avenir de nos enfants, à l'environnement. Donc, je suis assez réservée sur ces futures recettes. À voir le contrat dès qu'il sera publié, on en reparlera. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Yael pour toutes ces explications. Encore une fois, il faudra attendre bien sûr que le budget soit voté en commission et ensuite à la Knesset pour avoir vraiment une image très nette de ce prochain budget 2026. En tout cas, merci et à très bientôt pour cette analyse. Merci. Yael. Merci Olivier. À bientôt.